Salut tout le monde! Aujourd'hui, à De sommet en sommet, on continue notre liste de 48 sommets avec les montagnes les plus hautes et les plus dangereuses du New Hampshire, les présidentielles. Les présidentielles, des montagnes mythiques, majestueuses, les plus hautes de tout le nord-est américain et des montagnes qui sont également très populaires. Dans les présidentielles, on a 9 sommets de notre liste de montagnes de plus de 4000 pieds du New Hampshire et la chaîne de montagnes peut être divisée en différentes zones. Tout d'abord, au centre, on a le mont Washington, la plus haute montagne de la chaîne, qui n'est pas juste fréquentée par les randonneurs, mais également par une clientèle plus touristique parce qu'on a un train et une route qui se rendent jusqu'au sommet. Ensuite viennent les présidentielles sud, des montagnes avec des randonnées plus faciles pour se rendre jusqu'à leur sommet et qui offrent des vues spectaculaires en direction du mont Washington. Et finalement, les présidentielles nord, plus difficiles, plus exposées, tout en roche, mais tout à fait spectaculaires. Sur celle-ci, on est carrément dans la zone alpine, on est au-dessus de la limite forestière et c'est avisé de bien choisir sa journée pour les montées. Et c'est ce qu'on a fait lors d'une journée sans nuages à la mi-juin. Les présidentielles nord sont constituées du mont Jefferson à 5716 pieds, du mont Adams à 5799 pieds et du mont Madison à 5366 pieds. Les 3 montagnes ont été nommées d'après les premiers présidents américains lors d'une expédition au sommet de Washington en 1820. John Adams, originaire du Massachusetts, a tout d'abord été vice-président sous George Washington avant de devenir le 2e président américain et d'être le premier à avoir résidé à la Maison-Blanche. Thomas Jefferson est né en Virginie et fut le 3e président américain. Il est l'auteur principal de la Déclaration d'indépendance. James Madison, également natif de la Virginie, fut quant à lui le 4e président américain. Il est considéré comme le père de la Constitution pour son rôle lors de l'écriture et de la mise en place du document. La randonnée qui passe par les 3 sommets est une boucle de 15 000 avec 5850 pieds de dénivelé, ayant comme point de départ le stationnement Appalachia. L'on prendra les sentiers Valley Way et Watson Path pour l'ascension et la descente se fera principalement sur le Randolph Path. Le sentier passe également par le refuge en montagne Madison Hut et est en zone alpine pour toute la section reliant les 3 sommets, soit plus du tiers du trajet total. Peu importe le sentier choisi, c'est une bonne montée pour se rendre au sommet de Madison, mais pourtant elle se fait bien jusqu'à ce qu'on atteigne le Watson Path où les choses se corsent. Peu de temps après, nous montons au-dessus de la limite forestière et les vues s'ouvrent sur la ville de Gorham et Berlin ainsi que sur le massif montagneux des Carter.
Rendu au mont Adams, on est en plein cœur du territoire de la roche et il est même difficile de suivre le sentier car le terrain est en fait un champ de rochers. Si la difficulté est au rendez-vous, on a l'avantage de voir exactement où l'on se dirige et l'on aperçoit notre troisième sommet de la journée, le mont Jefferson. Sur Jefferson, on a pu apercevoir des planeurs volant gracieusement au-dessus de nos têtes lors d'une pause bien méritée au sommet. C'est aussi la première fois que nous sont révélés les présidentielles sud, auparavant cachées par le massif du mont Washington qui domine la région. Avec la fatigue, notre vitesse de marche sera considérablement réduite pour la descente, mais le sentier nous offrira encore des surprises avec de jolies vues sur la vallée de Castle Ravine avant de rejoindre la forêt qui nous donnera un répit du soleil et du vent. Lors de ma randonnée dans les présidentielles nord, on était à la mi-juin et j'ai porté mon manteau isolé une bonne partie de la journée et on a même marché sur de la neige. C'est sûr que d'être si haut en altitude et d'être complètement découvert, ça accroît notre exposition aux éléments, mais ce n'est pas les seuls facteurs qui rentrent en compte. La météo est particulièrement imprévisible à cause de la convergence de 3 systèmes météo au-dessus de la chaîne de montagnes et l'orientation de celle-ci crée une barrière physique au vent de l'ouest qui, lorsqu'ils passent au-dessus des sommets, sont grandement accélérés. D'ailleurs, un record de vent est établi sur le mont Washington le 12 avril 1934 avec un vent de 231 000 à l'heure, soit 372 km/h, et ce record n'a été battu qu'en 1996, et ce par un ouragan qui passait sur la côte ouest de l'Australie, l'ouragan Olivia. Avec cette météo extrême, l'observation météorologique se fait au sommet du mont Washington depuis 1870. Tout d'abord par le US Signal Service, qui est resté au sommet jusqu'en 1892, et ensuite par la station météo actuelle qui est au sommet, qui est en fonction depuis le 15 octobre 1932. En moyenne, on observe des précipitations annuelles de 2,46 mètres de pluie et de 7,1 mètres de neige au sommet, ce qui est entre le double et le triple de ce qu'on peut avoir à Trois-Rivières. Le record de froid absolu a été enregistré le 22 janvier 1885 avec un moins 46 degrés Celsius, mais le record avec le facteur aérien a été établi le 16 janvier 2004 avec une température ressentie de moins 74,77 degrés Celsius.
D'ailleurs, l'Observatoire du Mont Washington publie des prévisions météo qui sont très fiables et précises pour les sommets environnants. C'est vraiment une ressource essentielle à consulter avant de partir en randonnée. Moi, quand j'ai décidé de faire les présidentielles sud, on était le 4 juillet, la fête d'indépendance des Américains, et on était en pleine canicule. Monter dans les montagnes, ça m'a permis de sauver quelques degrés, mais juste avant de voir cette randonnée, on se quitte pour une courte pause. Le mont Jackson s'élève à 4052 pieds et l'on pourrait penser qu'il porte son nom en l'honneur d'Andrew Jackson, le 7e président américain, mais en fait, il est plutôt nommé d'après Charles Thomas Jackson, géologue et scientifique du New Hampshire, ayant vécu au 19e siècle. Le mont Pierce est nommé d'après le 14e président et le seul à être né au New Hampshire, Franklin Pierce. Son altitude est de 4310 pieds et il était anciennement nommé mont Clinton, en l'honneur de DeWitt Clinton, 6e gouverneur de l'État de New York. Le mont Eisenhower se dresse à 4760 pieds et est nommé d'après le 34e président américain Dwight D. Eisenhower, qui est célèbre pour son rôle de général des forces américaines lors de la Deuxième Guerre mondiale. Avant la mort de l'homme d'État, il était nommé Mont Pleasant. La randonnée de 12,2 milles avec 4700 pieds de dénivelé positif est de type traversée, ayant comme point de départ la route 302 et comme point d'arrivée le stationnement du sentier Edmonds sur Clinton Road, où j'ai donné rendez-vous à mes parents en après-midi. Le choix de prendre le sentier Webster Cliff ne s'est pas fait car il est le plus court pour atteindre les sommets, mais bien pour apprécier la vue que les falaises du mont Webster nous offrent sur Crawford Notch. La montée sur Webster est assez sportive par moments, mais les efforts sont largement récompensés par les vues spectaculaires offertes par ces falaises sur Crawford Notch. Rendu au sommet le plus dur de la randonnée complétée et l'on commence à enchaîner les montagnes des présidentielles sud. Passé le sommet de Pierce, on rejoint le Crawford Path qui est considéré comme étant le sentier le plus ancien en usage continu dans les Montagnes Blanches et les États-Unis d'Amérique. Il fut tracé en 1819 par Ethan Allen Crawford et son père Abel Crawford. Leur famille, pionnier de la région, développera le potentiel touristique et l'intérêt pour les Montagnes Blanches durant le 19e siècle. Le sentier part du Crawford Notch qui était originalement appelé White Mountain Notch et se rend jusqu'au sommet du mont Washington dans un parcours de 8,5 milles, ayant très peu changé depuis sa création il y a 200 ans,
et cela se comprend car il nous offre une beauté scénique incomparable. Une fois rendu au sommet de Senauer, je sentais mes jambes encore capables et étant au-dessus de la limite forestière, les prochains sommets me semblaient maintenant tout près. J'ai donc décidé de modifier mon itinéraire et de continuer ma randonnée sur le Crawford Path. Notre nouvelle destination ajoutera près de 6000 à la randonnée et rendra le dénivelé positif total à un impressionnant 7200 pieds. Là, on ajoutera à notre palmarès de montagne le mont Monroe à 5372 pieds, qui est nommé d'après James Monroe, le 5e président américain. Le mont Washington est quant à lui la plus haute montagne de notre liste à 6288 pieds d'altitude. Il fut nommé d'après George Washington, général et héros de la guerre d'indépendance en juillet 1874, avant que celui ne devienne le premier président américain en 1789. Le sentier nous amène également sur le sommet de Franklin, nommé d'après Benjamin Franklin, un autre père fondateur de la nation américaine. Ce sommet ne fait pas partie de la liste car sa proéminence est insuffisante. C'est d'un pas décidé que j'ai continué sur le sentier, enchaînant rapidement les kilomètres. De Monroe, j'ai descendu vers le Lake of the Cloud Hut et je me suis retrouvé face à la montée finale de ma journée, le mont Washington. Le mont Washington était appelé Adiokochuk par les Amérindiens de la région, ce qui signifie l'endroit du Grand Esprit, et il craignait de mourir s'il montait à son sommet. C'est Darby Field, un habitant de Durham, qui fut le premier à le faire en juin 1642. Durant les années suivantes, les ascensions se firent rares et ce jusqu'au 19e siècle où la région devint une attraction touristique. Dans les années qui suivirent, le sentier fut modifié pour permettre l'ascension à dos de cheval et les tracés se multiplièrent pour se rendre au sommet. La construction de la route pour permettre l'ascension en carriole commença en 1854 et fut complétée en 1861. Sa popularité croissante fut entravée par la construction du train, des COG, en 1869 qui offrait une manière plus rapide pour atteindre le sommet pour les touristes. Ce n'est que la venue de l'automobile qui a permis à la route de redevenir plus fréquentée. La construction du COG était un pari risqué à l'époque, mais l'attraction est encore populaire à ce jour. L'un des trains qui monte la montagne fonctionne encore au charbon et l'on peut voir le nuage de fumée de très loin lors de son opération. Durant les années 1850, 2 hôtels furent construits au sommet. L'un d'entre eux fut par la suite reconstruit avec une capacité de 91 chambres, mais il brûla en 1908 et le second est à ce jour reconverti en attraction touristique. Avec la route, le train, les antennes de télécom, la station météo, le belvédère d'observation et j'en passe, le sommet peut devenir une véritable foire d'attractions. C'est vraiment pas reposant quand on arrive d'un sentier de randonnée. En ce jour de la fête d'indépendance des Américains, c'était justement le cas. Il y avait foule au sommet. J'ai même pas pris le temps de faire la file pour prendre ma photo et je suis redescendu en haut de la montagne car avec les 1000 supplémentaires, je commençais à tarder pour mon point de rendez-vous avec mes parents au bas de la montagne. En tentant de rejoindre mon point de rendez-vous, je me suis retrouvé nez à nez avec une route barrée. N'étant pas en communication avec mes parents, j'envisage le pire. Mais comme ils étaient partis à ma recherche, ça n'a pris que quelques instants avant que je voie arriver mon père dans ma voiture, qui était allé voir si j'étais pas sorti à l'autre extrémité de la route barrée. La péripétie qui m'est arrivée à la fin de ma randonnée a été au final sans conséquence, mais c'est pas le cas pour tout le monde, parce que depuis 1849, 150 personnes sont décédées dans les présidentielles. Oui, les montagnes sont dangereuses, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte et le facteur principal
et la très grande popularité de ces montagnes. Autour du massif montagneux, on a beaucoup de routes, donc leur accessibilité est très bonne et on est près de grands centres urbains, on pense à Boston aux États-Unis et à Montréal de notre côté de la frontière. Les causes principales de décès sont les chutes et les blessures, les arrêts cardiaques et les autres causes naturelles, l'hypothermie, souvent après s'être perdu et de ne pas être préparé aux conditions qu'on retrouve en montagne, et les avalanches. Comment on fait pour éviter de se retrouver parmi cette liste? En fait, le point principal, c'est d'être le plus près possible, d'avoir dans son sac à dos de la nourriture, de l'eau, du linge approprié pour les conditions qu'on va rencontrer, d'avoir un moyen de navigation, une carte, une boussole, un GPS et d'avoir consulté les conditions météo avant de partir. Un autre point important est de savoir rebrousser chemin si les conditions météo deviennent trop mauvaises, si le sentier est trop difficile pour nos capacités physiques et si on est incertain du chemin à prendre parce que c'est beaucoup plus facile de retourner sur ses pas que de s'aventurer sur un sentier qu'on ne sait pas où ce qui va finir. Une autre bonne idée est de partager ses plans de randonnée avec un proche avant de partir. En cas d'ennui, les opérations de recherche et de sauvetage pourraient être accélérées et ainsi nous sauver la vie. Nous, avec toutes les montagnes qu'on a montées dans la dernière randonnée, on pourrait croire qu'on en a fini avec les présidentielles, mais ce n'est pas le cas. Il nous reste une dernière montagne de plus de 4000 pieds qui est située sur une crête secondaire du mont Washington et c'est une montagne qui est loin de tout et c'est le mont Isolation. D'ailleurs, c'est une de mes randonnées favorites que j'ai faites l'année dernière, mais juste avant, c'est le temps d'une pause. On se revoit dans 2 minutes. Le mont Isolation se dresse à 4003 pieds et il porte bien son nom car il est difficile d'y accéder. La randonnée peut se faire un aller-retour, mais on a préféré faire une traversée en espérant trouver un bon samaritain pour le retour vers le stationnement de départ. Contrairement à un parcours classique, l'on montera d'abord plus haut que notre sommet pour ensuite redescendre sur la crête Montalban et finalement remonter jusqu'à notre destination. La randonnée est de 14,6 milles avec un dénivelé positif de 3350 pieds. Le sentier passe également près de Glen Boulder, un énorme bloc erratique suspendu à flanc de montagne qui est visible depuis la route 16. Pour monter le mont Isolation, j'ai été accompagné de ma blonde pour la fin de semaine. Si le sentier commence en forêt, c'est peu de temps après qu'on arrive à l'impressionnant Glen Boulder et que les vues sur Peckham Notch s'offrent à nous. Après un court arrêt, nous avons poursuivi notre ascension sur les flancs de Washington jusqu'à s'élever au niveau des nuages avant de tourner sur le Davis Path et de redescendre vers notre destination de la journée.
sommet d'isolation offre un point de vue unique sur les présidentielles sud et Washington qui avait la tête dans les nuages. La randonnée est longue, mais les vues et la sensation d'isolement en valent largement la peine. Tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de redescendre vers la route et nous avons emprunté les sentiers Isolation et Rocky Branch qui nous ont offert une expérience plutôt aquatique pour le retour. Les présidentielles, c'est un gros morceau de notre liste de 48 sommets du New Hampshire. On a maintenant fait la plus haute montagne et la deuxième plus petite de notre liste, mais il en reste encore beaucoup à faire, et ce, vers les 4 points cardinaux. Si vous avez aimé l'émission, je vous invite à la revoir en visitant le site web de Nous TV. Et si vous voulez voir encore plus de randonnées, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube de Sommet en Sommet. Nous, on se quitte sur des images de présidentielles et on se dit à de prochains sommets. Dans le prochain épisode, on fait le tour des signes cardinaux et on monte les montagnes de 4000 pieds qui sont situées aux extrémités est, ouest, nord et sud de la région des Montagnes Blanches. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.